Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle session de l'information. Voici les titres. Remise du rapport d'expertise judiciaire sur l'affaire Charbon-Fin ce lundi 11 juillet 2022, ordonné par le tribunal de grande instance à la suite d'une demande de la société minière Ayam Gold Essakane. Ce rapport très attendu a démontré que la teneur de Charbon-Fin est 13 fois plus élevée que la normale. Et puis l'unité d'action syndicale revendique pour une augmentation du SMIC fixée à 30 684 francs CFA. Le Premier ministre a donc rencontré ce 11 juillet le patronat à cet effet et même si aucune somme n'est fixée pour le moment, la délégation s'est montrée favorable à la demande. Hors de chez nous, le gouvernement de transition malien a procédé à l'arrestation de 49 soldats ivoiriens à leur arrivée à l'aéroport de Bamako et les considère comme des mercenaires. Il était d'ailleurs décidé ce 11 juillet de les mettre à disposition des autorités judiciaires compétentes. Les détails pour vous en fin d'édition. Nous démarrons ce journal avec le rapport d'expertise judiciaire sur l'affaire Charbon-Fin, ordonné par le tribunal de grande instance de Ouagadougou qui est fin prêt. La remise du dit rapport est intervenue ce 11 juillet 2022 au tribunal de grande instance. C'est un rapport qui révèle que la teneur de Charbon-Fin est 13 fois plus élevée que la normale. Suivons ce compte-rendu de Serge Caboret. Un pas de plus dans le dossier Charbon-Fin au tribunal de grande instance de Ouagadougou avec la remise du rapport d'expertise judiciaire aux différentes parties. Ordonné par le tribunal de grande instance à la suite d'une demande de la société minière Ayam Gold Essakane, ce rapport était très attendu par les parties dans cette affaire. La remise du dit rapport est intervenue ce lundi et du côté de la défense de la société minière Essakane, l'on se réjouit de ce rapport qui enfin voit le jour. Nous avons demandé une expertise parce que le tribunal avait dit que le premier rapport qui a été produit par le parquet n'avait pas valeur de rapport d'expertise. Donc pour nous, il faut une expertise transparente pour situer toutes les parties. Et nous sommes satisfaits de ce que ce rapport soit enfin sur la table du tribunal et communiqué aux parties. Et pour l'instant, je n'ai vraiment aucun élément objectif de douter de la compétence des experts qui ont été désignés. Et je ne sais pas encore quels sont les laboratoires qui ont été retenus pour faire les analyses. Donc tout ça sont des éléments d'appréciation, sont des inconnus pour aujourd'hui et nous pensons pouvoir regarder de près et faire nos observations. Du côté de la partie civile, Maître Prosper Farama se réjouit également, même si la mise à disposition du rapport a pris beaucoup plus de temps. Nous pensions que les choses iraient plus vite que cela, mais nous n'avons pas su qu'est-ce qui a pu justifier ce retard. Mais il semble bien que des difficultés ont été rencontrées sur le terrain par les experts, notamment qui ont dû changer de laboratoire pour continuer leur travail. Peut-être que cela a pu justifier ce long temps, mais nous aussi nous posons la question. On a à ce stade surtout débattu des délais nécessaires pour que chacun puisse faire ses observations. Il nous a été imparti au total 3 mois. Pour que toutes les parties puissent faire leurs observations, c'est-à-dire une première phase de 1 mois et demi, 45 jours, pour déposer les premières observations pour tout un chacun, et puis 45 autres jours pour que chacun puisse répondre éventuellement aux observations de l'autre partie. Les différentes parties ont désormais 3 mois pour boucler la phase des observations. En attendant, des informations révèlent que selon le rapport, la teneur de Charbon-Fin est 13 fois plus élevée que la normale. Parlons à présent de la rencontre entre le Premier ministre Albert Ouedraogo et la délégation du Conseil national du patronat burkinabé qui a eu lieu hier matin. Une rencontre qui avait pour but d'échanger sur la mise en œuvre d'un point de revendication de l'unité d'action syndicale qui est l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti au Burkina Faso en abrégé SMIG. Sans plus de détails, le point avec Salimatou Zongo et Serge Caboret. La Convention 301 signée au niveau international par le Burkina Faso stipule dans ses articles 3 et 4 que chaque État doit procéder sur un intervalle répétitif à la réévaluation du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC pour l'adapter aux conditions de vie des travailleurs et à l'inflation nationale.
À en croire le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, le Burkina Faso, après avoir ratifié la convention, a pris un décret en 2010 indiquant qu'une commission nationale du SMIC allait être mise en place pour se conformer à l'esprit de la convention ratifiée. Une commission qui jusque-là peine à être installée et le SMIC n'a jamais été réévalué. Ce qui justifie cette revendication de l'unité d'action syndicale selon Bassolma Bazier. Étant donné que la commission n'a pas fonctionné, il revenait au pouvoir régalien de l'État de décider de la fixation du SMIC. Mais vous voyez très bien, depuis donc août 2021, on n'était pas à cette situation nationale que nous connaissons tous, avec les effets de l'impact du terrorisme, il y a la vie chère, la destruction des entreprises et bien d'autres éléments. Donc on a obligé, malgré ce pouvoir régalien de l'État, d'ouvrir un dialogue et poursuivre la négociation avec le patronat pour qu'ensemble, de façon objective, on puisse analyser la situation nationale et voir dans quel sens il faut aller. Selon le vice-président du Conseil national du patronat burkinabé, il y a des propositions sur la table des négociations, aussi bien du gouvernement, de l'unité d'action syndicale UAS que du Conseil national du patronat burkinabé. Pour Aruna Togiini, les discussions continuent et un accord sera trouvé bientôt sur un nouveau SMIC. Et les travailleurs l'attendent et nous avons besoin de travailleurs, de salariés et très motivés. Et nous avons besoin aussi que au niveau du pays, les ressources des salariés, des travailleurs puissent augmenter pour continuer à booster l'économie. Mais il faut tenir compte de la santé financière des entreprises. Parce que les entreprises ne peuvent pas tout concéder. Ils ont des charges et les dépenses doivent se faire de manière proportionnée. Et il ne faut pas que des charges soient trop fortes au risque de déséquilibrer l'entreprise. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazier, salue la disponibilité du patronat qui marque sa volonté de négocier et d'évoluer vers une augmentation du SMIC en fonction de la situation et se dit confiant. Selon lui, même si la revendication de l'UAS n'arrive pas à être entièrement satisfaite, l'oreille attentive du patronat permettra d'enregistrer une amélioration du SMIC au vu du contexte que traverse le Burkina Faso. Cependant, les différentes parties n'ont pas pu tomber d'accord sur un montant donné. Rappelons que le SMIC actuel au Burkina Faso est de 30 684 francs CFA. Afin de mettre un terme aux nominations par complaisance, au favoritisme et aux formations de clans dans l'administration, le ministère en charge de la fonction publique a tenu un atelier ce lundi afin d'examiner et valider le projet de décret sur la dépolitisation de la fonction publique et le renforcement de la méritocratie dans l'administration. C'est un reportage signé Alexis Wenkouni, Belemnaba. Le favoritisme, les nominations de complaisance, l'existence de clans dans l'administration publique et l'absence de conscience professionnelle, voici des fléaux qui gangrènent l'administration publique burkinabé. Le ministère en charge de la fonction publique, sous l'impulsion du gouvernement de la transition, a élaboré un avant-projet de loi portant dépolitisation et la promotion des bonnes pratiques dans l'administration. Réunis en atelier, les acteurs du département de la fonction publique veulent examiner et valider le projet de décret portant conditions et modalités de nomination dans les fonctions techniques de l'administration publique. Cette volonté du chef de l'État d'assainir la gouvernance au niveau de l'administration publique découle du constat que le phénomène de politisation est bel et bien réel et se manifeste notamment par le favoritisme de tous genres, en contradiction à toute règle déontologique, la désuétude de la conscience professionnelle avec comme conséquence la promotion inappropriée des personnes au profil en inadéquation avec certains postes de travail. Cette situation fait la promotion des intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général, l'essence même de l'administration publique. L'avènement du régime du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration est marqué par des nominations de FDS à la direction de différentes institutions et sociétés d'État. Pour le secrétaire permanent de modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance, seules les modalités et les conditions définies par les textes seront en vigueur. Il faut rappeler l'esprit de la loi qui est de dépolitiser l'administration et de promouvoir le mérite. Donc, ce projet de décret définit, par exemple, les conditions d'expérience.
il faut noter que pour tous les postes, un minimum d'expérience est requis pour pouvoir occuper ces postes. Il faut noter également que les conditions techniques requises sont de que si vous devez travailler dans un domaine, vous devez avoir les qualifications techniques. Si vous avez regardé le contenu de la loi, c'est globalement tout ce qui empêche l'administration d'être neutre. La loi permet de renforcer la neutralité de l'administration publique. Ce qui veut dire que si vous occupez un poste, la seule condition qui vaille, c'est le mérite, c'est votre compétence. Ce n'est pas une appartenance à un parti politique, ce n'est pas une appartenance à une religion donnée, mais c'est vraiment la promotion du mérite au sein de l'administration publique. Cette rencontre réunit les acteurs de différents départements ministériels, les organisations de la société civile, les collectivités territoriales, les sociétés d'État et les partenaires techniques et financiers. Et puis hier, 11 juillet, était célébrée au Burkina Faso la 6e édition de la journée africaine de lutte contre la corruption, placée sous le thème stratégie et mécanismes de transparence dans la gestion des fonds Covid-19. Cette journée est mise à profit pour tirer leçon des meilleures pratiques de gestion des fonds et faire ainsi des recommandations pour corriger les difficultés constatées dans la mise en œuvre en lien avec les risques de corruption. C'est un reportage de Sarah Kabouré avec la voix de Cheikh Omar Ouedraogo. Ces acteurs de la lutte contre la corruption sont réunis ici à Ouagadougou pour célébrer la 6e journée africaine de lutte contre la corruption. Issus de l'ASELC, du PNUD du Rhin-Lac et autres structures de lutte contre la corruption, ils mettent à profit cette journée pour faire le bilan de la gestion des fonds Covid-19 au Burkina. Conformément à la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, ces travaux ont pour objectif spécifique d'asseoir la transparence dans la gestion de cette pandémie. La pandémie du Covid-19 a mis en lumière et exacerbé de nombreux défis en Afrique. Sa gestion transparente dans nos États africains pourrait relever d'un exercice d'introspection profonde en vue de tirer les leçons des meilleures pratiques et faire des recommandations pour corriger les difficultés constatées dans le processus de mise en œuvre en lien avec les risques de corruption. Les statistiques sur la gestion financière en Afrique ne sont pas reluisantes. En 2021, la CIA a estimé à 50 milliards de dollars les pertes financières, ce qui équivaut à 17 fois le budget du Burkina Faso. Selon le représentant résident du PNUD, partenaire financier dans la lutte contre le Covid-19, ces ressources dilapidées auraient pu être investies dans d'autres domaines. Il apprécie donc l'instauration de cette journée. Le budget annuel 2022, c'est autour de 3 000 milliards de dollars, à peu près 21 300 000 milliards de francs CFA. Et quand nous disons que le Burkina a 21 millions d'habitants, cela veut dire qu'avec les ressources actuelles, l'État du Burkina consacre en général à chaque Burkinabé un peu plus de 110 000 francs par an. Et si on lutte contre la corruption, on va mobiliser des ressources suffisamment. L'État aura la capacité de pouvoir agir, de pouvoir investir dans l'aide sociale, de pouvoir investir dans l'éducation. Et au lieu de consacrer à peu près 110 000 francs, ça sera plus que 110 000 francs. Après la présentation des résultats d'investigation sur la gestion des fonds du Covid, des stratégies seront mises en place pour booster la lutte contre la corruption au Burkina Faso. La dynamisation des pôles judiciaires spécialisés, la prise en compte des questions d'intégrité et de corruption dans les messages quotidiens sont quelques solutions préconisées ici par le contrôleur général d'État. Cette journée se tient sous le thème au Burkina, stratégie et mécanismes de transparence dans la gestion des fonds Covid-19. Direction à présent la belle ville de Sia, où le mouvement pour une transition de cohésion sociale a tenu ce dimanche une conférence de presse afin de lancer un appel aux Burkinabés à désarmer leur cœur et à soutenir le gouvernement de transition. Ces derniers prônent par ailleurs le retour des exilés et invitent les fils et filles à se donner la main pour une véritable réconciliation nationale. Les détails avec notre correspondant à Bobo Dioulasso, Joseph Koudougou. Main dans la main pour soutenir le gouvernement de transition pour une réconciliation nationale, c'est le souhait de cette association dénommée Mouvement pour une transition de cohésion sociale. À travers une conférence de presse, les membres de cette organisation de la société civile souhaitent le retour des exilés Blaise Compaoré et Yacouba Isaac Zida pour cette réconciliation nationale. Le cadre de concertation envisagé par les autorités de transition entre les anciens chefs d'État pour poser de nombreux jalons
de la réconciliation que certains qualifient de rendez-vous manqué apparaît ainsi aux yeux de notre mouvement comme une tentative de penser le changement ou d'opter une nouvelle solution à un problème somme toute ancien, celui du fossé qui met en confrontation les OSC, les partis politiques, les militaires, les civils, etc. Le mouvement pour une transition de cohésion sociale affirme et réaffirme son soutien à la transition, et ce pour plusieurs raisons. De la nécessité de faire revenir l'ensemble des exilés politiques, parmi lesquels le président Blaise Compaoré, le président Yacouba Isaac Zida, pour une cohésion sociale durable. À ce sujet, n'est-ce pas le désormais ex-président de Chirok, Marc-Christian Kaboré, lui-même qui disait le 12 novembre 2020 à Zignaré, lors du meeting du MPP, je cite, « Le président Blaise Compaoré est un ancien président. À ce titre, il faudra travailler à son retour dans la dignité et dans le respect de son rang. » Pour Rachidatou Bidiga et ses camarades, la réduction du niveau d'insécurité et l'organisation des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel normal au Burkina Faso dépendent de la réconciliation entre Burkinabés. Ils invitent également les organisations de la société civile du Burkina Faso, notamment le Balai citoyen, à de la modération dans cette déclaration. Nous appelons le Balai citoyen et ses alliés à la modération, à l'équité de son appréciation des actions des autorités de transition. En effet, lorsque le Balai citoyen réclame la démission du président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago Damiba, qui vient d'arriver sans jamais lui avoir proposé des solutions pour vaincre le terrorisme, alors que pendant 7 ans, il est resté silencieux sur le régime déchu du président Roch, pourtant largement critiqué pour sa mauvaise gouvernance au plan administratif, économique, social, politique, etc. Cela révèle soit une collision, soit une intention dévoilée de déstabilisation, toute chose dont le pays n'a pas besoin maintenant. Nous invitons donc le Balai citoyen et ses alliés du Front patriotique notamment à accompagner la transition dans le sens d'une amélioration de ces actes afin que le Burkina Faso tombe dans un perpétuel recommencement. Et pour terminer, les membres du mouvement pour une transition de cohésion sociale demandent aux autorités de la transition d'être à l'écoute des Burkinabés et de poursuivre le processus de réconciliation entamé. Le 19 juillet prochain, le cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita célébrera le nouvel an Kamit 6259. Et en marge de cette célébration qui se tiendra à Koudougou, plusieurs communications seront données du 14 au 19 juillet prochain. C'est l'information donnée par le cadre ce 11 juillet lors d'un point de presse où il a également fait une lecture de la situation nationale. C'est un reportage de Job Lankwandé avec la voix de Michael Tougri. À l'occasion du nouvel an Kamit prévu le 19 juillet prochain, le cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita prévoit de le célébrer à Koudougou. Du 14 au 19 juillet, plusieurs communications seront données autour du thème central, l'État-nation dans l'Afrique traditionnelle, quelles leçons pour les micro-États actuels. Des communicateurs comme Adama Sigiri, Abdoulaye Bari, Abdoul Karim Saïdou ou encore Boukari Woba seront de la partie, à en croire le secrétaire général Serge Bayala. Nous allons célébrer à nouveau la 7e édition du calendrier africain dont nous faisons la promotion. Et c'est une occasion qui va nous mobiliser dans la cité du Cavalier Rouge et c'est le premier acte de démocratisation des connaissances historiques. C'est pour donner de façon globale à l'ensemble des sensibilités de notre pays, qui n'est pas uniquement à Ouagadougou, la possibilité de découvrir ce qu'on fait souvent à Ouagadougou. Le deuxième volet de cette conférence de presse est la lecture de la situation nationale. Et à cet effet, le secrétaire général de l'organisation peint un tableau sombre de la situation sécuritaire qui pourtant était le motif d'accès au pouvoir par les nouvelles autorités. Même le pouvoir catastrophique de Blaise a su préserver des éléments de fierté. Que le MPSR à 5 mois est en train de sacrifier. En un temps record, en moins de 6 mois d'exercice de pouvoir, nous constatons de façon choquante que des militaires qui ont pris le pouvoir pour des questions sécuritaires sont en complète incapacité d'adresser la question sécuritaire. Elle a pris des proportions fort inquiétantes et qu'aujourd'hui, Ouagadougou et les grands centres sont sous menace d'attaques d'envergure. Quant à la réconciliation nationale engagée par les autorités actuelles, Serge Bayala dit regretter une volonté des autorités de la transition de parvenir à une réconciliation nationale en sacrifiant la justice, chose qu'il juge incompatible. La problématique de l'insécurité dont nous souffrons, elle a des causes judiciaires.
elle a des causes d'injustice. Injustice liée à l'équilibre des infrastructures de développement, qui frustrent des populations qui n'ont pas des routes qui arrivent chez eux, alors que les autres ont mis des goudrons dans leurs 6 mètres. Donc ce déséquilibre et cette injustice constatée engendrent chez nos populations un sentiment de délaissement, ce qui ouvre la porte aux terroristes pour infiltrer notre société. Et si ce n'est pas un élément d'injustice que les terroristes gagnent le territoire, comment pouvons-nous nous convaincre que c'est par l'impunité que nous allons accéder à la réconciliation? Pour y remédier, le cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita invite les autorités de la transition à plus de décence morale et à réajuster les priorités du gouvernement, qui sont essentiellement le défi sécuritaire et humanitaire. Direction Manga, à présent, où le ministre en charge de l'Éducation nationale a procédé au lancement du processus d'édition de 2 nouveaux titres de manuels scolaires d'anglais des classes de 4e et de 3e. À noter que ces manuels sont accompagnés de leur guide pédagogique et que le coût global de ces documents est d'environ 70 millions selon le directeur général du Centre national des manuels et fournitures scolaires. Reportage signé Mamidriana Kamabou. Des nouveaux manuels vont bientôt remplacer les anciens utilisés dans les classes de 4e et 3e depuis une vingtaine d'années. De nouveaux titres de manuels d'anglais et leurs guides pédagogiques sont en rédaction. Ces encadreurs ont donc la lourde tâche de mettre à la disposition du ministère de l'Éducation nationale ces manuels. Ils ont 6 jours pour élaborer les cahiers de charges pédagogiques et 6 autres jours pour élaborer des cadres conceptuels et de schémas de fer à plat. C'est très important que nous puissions prendre en charge par nous-mêmes la question du contenu de nos manuels scolaires et de surtout faire la démarche de construction et d'écriture de ces manuels-là par l'expertise locale. Parce qu'à chaque fois que nous pouvons le faire et que nous nous mettons à le faire, il se développe en nous une certaine forme d'autonomie, premièrement, mais aussi une montée en puissance de nos compétences et de nos synergies pour offrir aux élèves et aux enseignants burkinabés des manuels qui nous ressemblent plus et qui nous aident plus à assimiler et à comprendre notre environnement et le reste du monde. La rédaction des manuscrits de ce nouveau manuel et leur guide pédagogique constitue une étape cruciale et importante dans l'élaboration de leur contenu. Elle s'appuie sur des référentiels pour chaque manuel. Chacun des référentiels comprend des cahiers de charges pédagogiques et techniques, un cadre conceptuel et un schéma de fer à plat. Ces référentiels jettent les bases, indiquent le schéma à prendre ainsi que les différentes étapes et les questions à prendre en compte pour la rédaction du manuel. Jusqu'à présent, les manuels dont nous disposons, qui sont dans nos classes, ne sont pas tous des manuels édités au Burkina. Il y a des manuels de la sous-région. Donc souvent, à titre d'exemple, vous n'avez pas trouvé par exemple Rago dans un manuel ou bien Poco, qui sont des noms bien de chez nous. Donc nous voulons rectifier ces tirs en mettant à la disposition de nos élèves et de nos enseignants des manuels qui contiennent des éléments aussi de notre vie, de nos réalités socio-culturelles, des manuels plus proches de nous, afin d'améliorer l'apprentissage de nos enfants. L'édition de ces nouveaux manuels vient à la suite de la 6e et de la 3e et de leurs guides pédagogiques qui ont été rédigés par des encadreurs pédagogiques et des enseignants d'anglais. Ces nouveaux manuels seront mis à la disposition des élèves et des enseignants à la rentrée prochaine, foi du ministre de l'Éducation nationale. Actualité internationale, avant de clore ce journal, des soldats ivoiriens ont été arrêtés à l'aéroport de Bamako puis présentés comme des mercenaires lourdement armés venus déstabiliser le pays. Selon l'armée ivoirienne, ces soldats appartiennent à l'armée régulière et devaient sécuriser des sites de la MINUSMA. Cependant, lundi soir, le gouvernement malien les a néanmoins qualifiés de mercenaires. Plus de précisions dans ce reportage. Les autorités maliennes ont arrêté 49 soldats ivoiriens à l'aéroport de Bamako lundi. Parmi eux se trouvaient 30 agents des forces spéciales. Ils ont atterri selon l'exécutif malien sans l'autorisation requise pour entrer dans le pays. Les responsables des forces de défense et de sécurité maliennes ont contacté immédiatement leurs homologues ivoiriens. Ces derniers ont affirmé qu'ils ignoraient tout de la présence des militaires ivoiriens interpellés au Mali. Le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires.
tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali. Lors de leur interrogatoire, certains soldats ont affirmé être venus protéger la base logistique d'une société contractante de la mission de l'ONU au Mali. Le gouvernement de la transition a décidé de 1. Mettre fin avec effet immédiat à l'activité de protection de la compagnie aérienne Sahelian Aviation Services par des forces étrangères et exiger leur départ immédiat du territoire malien. 2. Inviter la compagnie aérienne Sahelian Aviation Services à confier dorénavant sa sécurité aux forces de défense et de sécurité maliennes. Dans un communiqué, le gouvernement explique avoir saisi la justice pour les juger en tant que mercenaires présumés, après avoir recueilli leurs déclarations et entendu 4 versions différentes de leur mission. Ici prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis et surtout retenez bien ceci. Pour se faire des ennemis dans la vie, pas besoin de déclarer la guerre. Il suffit simplement de dire ce que l'on pense. Martin Luther King. Prenez grand soin de vous et à demain.